pour reprendre effectivement, lorsqu'on fait un diagnostic de lymphangiome, il y a des lymphangiomes de petite taille, pour lesquels on ne va rien faire, on va juste les surveiller. Il y a des lymphangiomes plus gros qui peuvent être invalidants, et dans ce cas on va les prendre en charge. Et globalement, le côté invalidant est lié à plusieurs choses. D'abord, quand c'est une lésion très invalidante, ça peut être défigurant, ça peut être gênant. Quand on a une lymphangio maxillaire très volumineux, le bras est en extension, on ne peut pas replier l'enfant, donc là il y aura des problèmes fonctionnels. Et puis, selon le type de lymphangiome, de malformation lymphatique, lorsqu'il y a des microkystes, les microkystes vont avoir tendance à s'inflammer, avoir des inflammations qui vont survenir quand l'enfant est fatigué, quand l'enfant a une virose, quand il est... On parle souvent quand il est malade, voilà, qu'il y a une poussée inflammatoire ou par exemple un excès de croissance qui va faire développer à ce moment-là. Tout ça, effectivement, va être des éléments qui vont entraîner une inflammation des microkystes. Les macrokystes, eux, vont avoir tendance plutôt à saigner. Et donc on a un kyste qui tout d'un coup va augmenter brutalement de taille à cause d'un saignement intrakystique. Donc voilà, ça c'est à cause de ces différents éléments, de complications, de taille, etc. On va être amené à les prendre en charge. Comme je l'ai dit, la première fois, de temps en temps, on ne les prend pas en charge parce qu'ils ne sont pas invalidants. Et quand on les prend en charge, il y a plusieurs alternatives. La première, ce qui a été fait pendant des années, c'est de faire une chirurgie. La chirurgie sur des petites lésions est une alternative thérapeutique. On sait que dès que la lésion est plus volumineuse, dans les lésions, on peut avoir des marges de résection qui sont difficiles à trouver, où on n'enlève pas toute la lésion. On a des risques de récidive, on a des risques de cicatrisation parce que la cicatrisation est plus difficile avec les soins lymphatiques. Donc petit à petit, sur des formes qui sont plutôt macrokystiques, on s'est tourné de plus en plus vers la possibilité de ne pas opérer directement, mais d'aller plutôt traiter en sclérosant la lésion, comme je vous l'ai dit, le principe étant d'altérer la paroi vasculaire pour faire en sorte que les lésions aient tendance à s'affaisser et se fibroser, permettant ainsi, sans chirurgie, de pouvoir améliorer l'état local. Donc par contre, sclérosé, vous ponctionnez aussi avant, c'est ça d'après ce que j'ai compris. Donc, vous ponctionnez toujours avant et vous sclérosez, c'est-à-dire vous injectez le produit que vous utilisez. Alors les scléroses, c'est pour des malformations lymphatiques, c'est pour les malformations veineuses aussi. Même certaines malformations artério-veineuses vont être traitées par voie percutanée. Donc ça veut dire qu'il y a une approche percutanée sous un moyen d'âge par les mettre nos aiguilles, qui est souvent l'échographie. On fait ça d'une manière éco-guidée. Donc on repère en échographie, on met nos aiguilles en échographie dans la lésion. Et une fois qu'on est dans la lésion, on va retirer la lymphe et puis on va mettre en lieu et place de la lymphe une certaine quantité de sclérosant pour effectivement, comme je dis, entraîner une fibrose progressive de la lésion. Donc on sait qu'il y a aussi plusieurs produits sclérosants en France, comme les T-Bloc, l'Doxycycline, c'est ça si je ne me trompe pas. Oui. Aux États-Unis, c'est OK432, d'après ce que mes recherches. Quelle est la différence entre ces produits? C'est tous les mêmes? Pourquoi en France on utilise tel produit? Pourquoi aux États-Unis tel produit? Ou en Allemagne, par exemple, qui utilisent pareil, l'OK432? Quelle est la différence entre ces produits? Le principe global, c'est effectivement d'obtenir une sclérose et une altération de l'endothélium vasculaire. Ça peut se faire de manière chimique, et donc on a des produits différents. Pendant très longtemps, on a utilisé une protéine de maïs qui était ce qu'on appelle les T-Bloc, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir. Les T-Bloc a été retiré du marché, alors que c'était un produit qui avait quelques inconvénients, mais avait beaucoup d'avantages en termes de bénéfices et en termes de résultats thérapeutiques. Mais maintenant, on n'a plus cette possibilité de recourir à les T-Bloc. Donc on peut utiliser certains autres produits qui vont altérer l'endothélium vasculaire. Par exemple les cyclines, au départ c'était un antibiotique, la bibramycine ou la doxycycline, qui est un produit qu'on utilise assez largement dans le service et qui marche bien. Il y a d'autres produits, on peut utiliser l'alcool, des dérivés de l'alcool, par exemple un produit qui s'appelle l'étoxysclérol, qu'on utilise pour scléroser aussi les varices, puisque l'utilisation surtout par les angiologues, mais pas que par les angiologues. Donc nous, sur certains cas, on utilise la sclérose. On peut même utiliser, on l'a fait de temps en temps, quelque chose de naturel qui est le sang, puisque on sait qu'un lymphangiome kystique, macrokystique qui saigne, le fait même de saigner beaucoup à l'intérieur, ce qui arrive de temps en temps, entraîne dans un certain nombre de cas une involution naturelle du lymphangiome. Vous voyez qu'on va d'un produit naturel de sang jusqu'à des produits chimiques, donc T-Bloc ou autres. Et puis un autre élément, c'est que quand le lymphangiome s'inflamme dans les macrokystes, lorsqu'il y a une infection par exemple, ça entraîne souvent une sclérose spontanée du kyste.
Hier, je devais prendre en charge un enfant qui a 6 mois, qui avait un très gros lymphangiomme de la face, qu'on a vu en anténatal, qu'on avait vu en postnatal. C'est vrai qu'il était très défigurant. Et puis en début juillet, je l'ai revu alors qu'il a fait une poussée inflammatoire dans son lymphangiomme. On a ponctionné, c'était a priori stérile, mais était déjà sous antibiotiques. Et les parents ont l'impression que ça a diminué. Et je devais la prendre en charge hier. Quand il est venu, il n'y avait quasiment plus rien à prendre en charge. Donc il y a une évolution naturelle qui existe, soit par des phénomènes infectieux, soit par le sang. Et le principe, par exemple, d'un produit dont je vous ai parlé, qui était le K432, un produit qui n'est plus utilisé réellement en France, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas, mais était d'une particule de streptocoque, donc d'une bactérie, qui était injectée pour entraîner une espèce d'inflammation contrôlée et entraîner dans un second temps une involution de la lésion. Est-ce que vous tenez des statistiques de vos retours justement de sclérose sur des patients, ça veut dire la sclérose, dans 60% des cas ça marche, 30%, est-ce que vous tenez des statistiques entre guillemets ou... Alors, on essaie effectivement de pouvoir recenser nos cas. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on traite dans le service, on fait à peu près 5 à 6 gestes sur des angiomes par semaine. Donc ça peut être des malformations veineuses, de temps en temps des malformations artérielles, des lymphangiomes, donc c'est pas que de la malformation lymphatique, mais on a la possibilité de recenser nos cas, et pour une étude récente sur l'intérêt de la cycline par exemple, on a repris une série d'une année pour voir un petit peu nos résultats, et on a montré que par exemple dans les macrokystes purs, les purement macrokystes, on arrivait à avoir une involution de la lésion en 1 à 2 procédures en moyenne. Donc de temps en temps il faut faire une procédure, de temps en temps il faut en faire 2. Dès qu'on est sur des lésions qui sont plus mixtes, micro et macrocystiques, eh bien on est moins efficace et il faut augmenter le nombre de procédures. Donc ces procédures chez les tout petits peuvent se faire et se font sous anesthésie générale. Souvent on profite de l'anesthésie générale pour faire à la fois l'IRM et à la fois la sclérose. Et puis dans les formes qui sont des formes plus petites, c'est des enfants qui sont plus grands, on a la possibilité de faire les gestes même sans endormir, sous hypnoanalgésie. Donc on a une partie d'hypnose, une partie d'anesthésie locale que l'on met avec une pommade, et avec l'hypnoanalgésie, on a montré qu'on pouvait faire traiter des lésions, même chez des enfants relativement petits. Et à partir de quel âge on peut commencer une première sclérose? C'est-à-dire 4 mois, 6 mois? Donc, la sclérose, en fait, on l'a commencé en fonction de la gène. Donc c'est vrai que si on doit faire un geste sous anesthésie générale, les anesthésistes aiment bien que l'enfant ait 3 à 6 mois avant de faire le geste. Si l'enfant est très gêné par sa lésion, parce qu'elle peut être très proche des voies respiratoires, elle peut être gênante avec un retentissement fonctionnel sur le respiratoire, là on ne va pas attendre jusqu'à 6 mois, on va le faire le plus tôt possible. Si c'est des lésions peu invalidantes, où le problème est essentiellement cosmétique, on va essayer effectivement de les traiter plus tard parce qu'on n'est pas pressé. Donc c'est en fonction, on s'adapte selon le préjudice fonctionnel au plastique.